Ah, ça m'embête. C'est plus difficile de trouver de quoi me plaindre dans ces réacs pour l'instant. Cela dit, je trouve que c'était un petit peu moins bien que l'épisode précédent, mais bon, c'est pas non plus une grande perte parce que l'épisode précédent, l'épisode pilote était quand même très bien foutu. Et celui-là, il est bien foutu. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai trouvé un peu moins prenants. Et on va commencer par la partie la plus faible de cet épisode, je trouve, autour de Daenerys, notre fille du clan des Targaryens. Oui, j'ai appris un petit peu plus les noms et les significations de certains trucs. Donc, les responsables de la mort de la sœur d'Eddard et l'ancienne compagne du roi, ce sont les Targaryens, donc la famille de l'ancien roi, auquel il a succédé après l'avoir délogé parce que c'était apparemment un roi trop duc. Semble-t-il, pour l'instant c'est pas très clair, et donc c'est pour ça que le frère de Daenerys veut reprendre le pouvoir, et à nouveau c'est une enflure finie, et je suis impatient de le voir tomber ce type-là. Alors pendant que ils se préparent, ils sont en marche pour aller affronter le roi et son armée avec les Vikings, enfin les barbares, j'ai encore oublié leur nom, menés par Jason Momoa. On apprend 2-3 petits trucs et assez rapide, ça va être assez court à résumer ça. Notamment l'ancien conseiller du roi, semble-t-il, si j'ai bien compris ça dans l'épisode précédent, on apprend pourquoi il a été expulsé, pourquoi on l'a banni des terres. Eddard l'a banni parce que il avait, comme il le dit, vendu des braconniers. C'est un petit peu bizarre de lire ça, quand on voit que ça a l'air quelqu'un de très juste, Eddard, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être très aussi porté sur la loi. Il faut respecter la loi, quoi qu'il en coûte. On le verra ça aussi à la fin de l'épisode. Et donc, c'est pas impossible qu'il a fait ça par obligation de suivre la loi. Et donc, je sais pas trop quoi penser, quoi. Ça donne une vision très grise de ce quoi-là, où il n'y a pas des méchants et des gentils. C'est très cool, ça. C'est pas juste un clan méchant et un clan gentil qui s'affrontent. Il y a des nuances de gris, entre guillemets, là-dedans, qui sont intéressantes à montrer. Bref, on va se centrer surtout sur Daenerys, qui, en gros, essaye d'arranger un petit peu les sessions de sexe entre lui et son époux, parce que ça lui fait pas super plaisir. Et donc, alors qu'elle demande rapidement d'où proviennent les dragons à certaines de ses serviteuses, femmes serviteurs, comment on dit ça, servitrice? Non, c'est pas ça. Je sais pas, peut-être que femme serviteur, bref, elles leur disent 2-3 trucs comme quoi il semblerait qu'ils viennent de la lune ou je sais pas trop quoi. Pour l'instant, c'est juste histoire de faire une petite mise en bouche par rapport au fait que elle contrôlera les dragons plus tard. Ça, c'est un truc que je sais d'avance, donc ça le met en place, quoi, c'est bien. Mais le truc le plus important, c'est de savoir comment combler son époux de façon à ce que ça se passe un petit peu mieux pour elle. Et donc, il y a une servante, voilà, servante c'est mieux, qui lui dit qu'elle connaît 2-3 trucs pour ça, pour arriver à l'avoir plus sous sa poigne lors des sessions de couche, si j'ose dire. Et il y a un passage où elle lui dit certains trucs, le regard, il faut apprendre à dominer dans le lit, etc. Il y a une légère ambiance lesbienne à ce moment-là. Est-ce que c'est pour pointer que plus tard elle sera plus attirée par les femmes? Je sais pas trop. C'est peut-être moi qui surinterprète. Et à la fin de son arc, on voit qu'elle commence à le dominer un petit peu dans le lit. C'est-à-dire que il se laisse se dominer, monter dessus, alors que les autres fois il la prenait comme une chienne, limite. Donc, c'était plus ou moins ça. Alors, c'est cool que ça tourne autour du cul, mais ça suffit pas non plus pour en faire quelque chose de super palpitant. Et c'était juste histoire de montrer que elle fait un tout petit peu progresser sa relation avec son mari. C'est bien, ça sert un petit peu à quelque chose, mais c'était pas non plus
super prenant à suivre cette partie-là. La partie beaucoup plus prenante, c'est autour de la famille Stark et des Lannister. Et là, va y avoir quelques petites choses intéressantes qui se passeront. Alors déjà, ça commence avec le fait que Bran, donc le fils cadet de la famille Stark, est tombé de la tour, hein, où il a espionné Jaime, je sais jamais comment on prononce ce mot. Voilà, il s'appelle J-A-I-M-E, on va dire Jamie. Sur le coup, le frère beau gosse des Lannister, et donc il l'a poussé dans le vide, mais il n'est pas mort. Ah, pas de veine, mais il est dans une espèce de coma profond, entre guillemets, parce que il va pas être très long ce coma, ouais, il est un petit peu pas joyeuse de savoir ça, Jamie, alors que à côté de ça, la reine, donc celle qui trompe son mari avec son frère, c'était très long, c'est très perturbé quand on y pense, et montre un peu plus de culpabilité. J'apprécie ça. Il y a deux grandes réactions par rapport à ça. Il y a Jamie qui se sent un petit peu ennuyé par ça, alors que la reine montre un peu plus de compassion, même si ça a l'air d'être un petit peu une garce elle aussi, mais pas au niveau de son amant frère. Et à côté de ça, il y a le frère Tyrion, qui lui est un petit peu plus compréhensif, et qui réagit un petit peu au fait que le prince Joffrey, le fils de la reine, n'en a un peu rien à foutre. Genre, il lui dit, oui, ça aurait été cool que tu présentes tes hommages et que tu donnes tes vœux de réconciliation à la famille Stark. Il dit, mais non, mais j'en ai rien à foutre de ce garçon. Ça prouve à quel point c'est un connard arrogant, mais vraiment, hein, c'est Joffrey le connard arrogant, hein. Celui-là, c'est une tête à claque, et c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Ils l'ont bien représenté, le gamin connard arrogant. Et j'ai adoré Tyrion dans cette scène. Je pense que c'est mon personnage préféré, rien que par rapport à cette scène. Et il lui dit, tu vas présenter tes respects à la famille Stark. Et il lui balance des claques à chaque fois qu'il dit, mais je m'en fous, mais le gars, tu leur présentes tes respects, merde. J'en ai rien à foutre que tu sois prince, t'es mon neveu, tu suis un protocole et tu fais preuve de respect envers ce genre de choses. J'ai trouvé ça super badass de sa part. J'ai adoré cette scène. Vraiment, Peter Dinklage, je le fais très bien passer. J'adore ce personnage. Pour l'instant, c'est mon personnage préféré. Bref, il y a ça qui se met en place, et il y a autre chose qui se met en place après coup, c'est le fait que l'enfant bâtard, Jon Snow, voilà, je vais éviter de l'appeler l'enfant bâtard, c'est Jon Snow, maintenant son nom a été confirmé. J'ai pas souvenir qu'il ait été prononcé une seule fois dans l'épisode 1, c'est pour ça que je l'ai pas retenu, mais maintenant je sais que c'est Jon Snow ce type-là, et s'apprête à partir en direction du grand mur qui protège donc la zone, la région, afin de le garder et d'être un des chevaliers habillés de noir du coin. Et donc il va plus revoir ses proches pendant un petit moment, et on va avoir plusieurs scènes de revoir par rapport à ça, et des considérations différentes. Il y a ses frères, demi-frères et sœurs qu'il considère très bien, notamment Arya. Hein, j'aime bien ce personnage, cette petite fille là qui vraiment est une battante, qui aime pas les trucs typiques de filles à faire, et qui montre assez rapidement son lien avec sa louve qui s'appelle Nymeria. C'est important ça aussi par rapport au louveteau qu'on a trouvé dans l'épisode 1. On joue bien là-dessus. Déjà il s'est passé plusieurs mois, peut-être même un an depuis l'époque où ça s'est passé, et où ils ont adopté les louveteaux. C'est pas super clair, mais au moins plusieurs mois, et donc ils ont bien grandi les loups, hein, ils ont leur bonne taille adulte, et on montre vraiment la fidélité qu'ils affichent pour leurs maîtres et maîtresses. Au passage, oui, les deux filles ont eu droit à 2 louves, et j'imagine que les 3 garçons ont eu droit à des loups mâles, quoi. Comme par hasard, il y avait pile poil la correspondance entre les sexes aussi. Je sais pas, j'ai pas suivi le sexe des loups qu'ont eu les garçons, mais les 2 filles ont eu des louves, quoi. C'est un détail, je trouve ça dingue, surtout par rapport au fait qu'en plus de ça, il y avait un loup bâtard qui est revenu à Jon Snow en plus, quoi. C'est assez marrant quand on y pense, cette grosse coïncidence. Ouais.
Avant de partir, Jon Snow lui confie une petite dague, une mini épée, je sais pas exactement comment ça s'appelle ce truc-là, et on sent qu'il y a quelque chose de très, il y a un lien assez fort entre eux, on sent qu'il y a un lien fraternel, en dépit du fait que c'est un bâtard qui était bien foutu, et pareil avec son frère. Et à côté de ça, il y a des gens qui le prennent beaucoup moins bien que ça, notamment Jaime qui le voit un petit peu de haut, et surtout sa belle-mère, la femme de la femme d'Eddard qui le voit avec dédain par rapport à ce qu'il représente. Et il y a un moment assez fort là-dedans lorsqu'il dit au revoir à son demi-frère qui est toujours dans le coma au moment de partir, Bran, et où elle veut qu'il se barre parce qu'elle elle ne peut pas le supporter. Il y a un passage assez fort là-dedans par rapport au fait qu'elle se sent vraiment trahie par rapport à ce que représente Jon Snow. Et il y a pas mal d'interactions comme ça que j'ai trouvé très fortes. Enfin bref, ça se termine avec lui qui décide de partir direction le mur, et on verra pas exactement à quoi ressemble ce grand mur, j'imagine qu'il faudra attendre l'épisode suivant. En chemin, il sera accompagné par Tyrion qui avait envie de voir le grand mur par curiosité. On sent qu'il a cette envie de savoir un petit peu comment fonctionnent les choses, il veut vraiment être à l'affût de pas mal de trucs, Tyrion, et il y aura une conversation entre eux. On montrera aussi que on recrute pas que des types valeureux et braves pour ce genre de choses. Notamment, il y a dans les recrues, il y a deux anciens violeurs qui avaient le choix entre se faire castrer ou rejoindre la garde du mur. Et oui, donc ça rend une fois de plus cette ambiance pas aussi manichéenne qu'on aurait pu le croire au début, quoi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bref, pendant ce temps-là, il y aura notre roi Eddard qui partira direction donc le château du roi pour être sa nouvelle main. Et pendant ce temps-là, il y aura également sa fille Sansa qui l'accompagnera pour son futur mariage avec Joffrey, et aussi Arya. Pour une raison qui m'échappe, je vous cache pas. Honnêtement, j'avoue que j'ai pas trop saisi ça. Pourquoi Arya les suivrait Elle doit accompagner sa grande sœur pour une raison qui m'échappe. Mais c'est important qu'elle soit là par rapport à une scène future. Mais ouais, sur le coup, j'ai pas trop saisi pourquoi elle devait les suivre. Ou alors on lui a donné le choix, je sais pas trop. Et avant de se séparer, il y aura un échange que j'ai trouvé intéressant entre Jon Snow et Eddard. Eddard qu'il considère quand même comme son fils, en dépit du fait qu'il n'a pas les mêmes droits que ses autres enfants, puisque c'est un bâtard une fois de plus. Et où il lui dit... on parlera de ta mère la prochaine fois qu'on se verra. Et je sens que ça va être compliqué. Je sais pas. Il semble y avoir un passé assez fort entre Eddard et la mère de Jon Snow. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très important, cette femme. On dit son nom rapidement dans une conversation un peu plus tard, je m'en souviens pas trop, mais je sens qu'elle sera remise sur le tapis, ce personnage-là, et que ce sera important. Enfin bon... il se passera plusieurs choses en parallèle. Donc j'ai déjà raconté ce qui se passe avec Jon Snow dans son départ pour le Grand Mur. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Du côté de la reine qui veille toujours sur son fils Bran depuis quelque chose comme 1 mois et quelques, il se passe quelque chose par rapport au fait qu'il y a un feu qui se déclenche, ça attire tout le monde sauf elle, et c'est là qu'un assassin se pointe pour buter l'enfant alors qu'elle n'était pas censée être là. Alors, juste un truc, c'est pas super intelligent de ta part. Je trouve que cet assassin est pas ultra intelligent dans ses plans parce que, d'une part, il enclenche un feu loin de là. Donc, pourquoi tout le monde se dirigerait vers le feu et laisserait l'enfant seul? Qu'est-ce qui te ferait croire que ce serait comme ça que ça se passerait, mec? Et surtout, ouais, si la mère est là, tu pouvais pas juste attendre... qu'elle s'endorme, ou je sais pas, l'attaquer par surprise. Plutôt que de te présenter à elle, oh, vous deviez pas être là, madame, c'est pas grave, je vais le tuer quand même. Elle attaque-la par surprise, assomme-la, un truc comme ça, quoi. T'es un assassin de merde, mec. Mais ouais, donc l'assassin attaque en se montrant bien de façon super évidente. Et donc la mère se défend, c'est un moment très fort, très intense, hein, je ne nie pas. Mais malgré tout, elle n'arrive pas à le battre. Mais ce qui parvient à battre cet assassin, c'est le loup de compagnie de Bran, qui le protège et le sauve et qui arrache la gueule de l'assassin. C'est méchant, hein. Ouah, il a plus son nez, un truc comme ça, il y a le sang qui gicle et
Ça y va assez fort avec la violence, mais c'est cool, hein, j'apprécie, hein, ça veut dépeindre un ton mature, et ça le fait correctement, une fois de plus, très correctement. Et c'est là donc que la reine se rendra compte que Bran est une cible et qu'il a très certainement vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû lorsqu'il est tombé. Et il se doute que les Lannister sont derrière ça, d'autant plus qu'ils ont reçu une lettre dans l'épisode précédent, comme quoi les Lannister seraient responsables de la mort de l'ancienne main du roi. Donc c'est assez cool, la reine se dit, il faut que j'aille prévenir mon mari, mais il faut pas que j'alerte la famille Lannister, donc j'irai seul accompagné seulement par un type de confiance. Ça termine là par rapport à ça, et la dernière intrigue de l'épisode qui est très intéressante je trouve, c'est autour donc de nos enfants. C'est-à-dire Arya, Sansa et Joffrey, le connard arrogant, où Joffrey fait la cour à sa belle future épouse de 13 ans, alors qu'il se promène, et en se promenant, il voit Arya s'amuser à se battre avec un fils de boucher. Et ouais, le roi, enfin le prince Geoffrey, arrogant qu'il est, tête à claque qu'il est, se dit merde, c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu t'en es pris à une fille de seigneur et tu te crois chevalier. Oh, je vais te punir pour ça. Et donc il sort son épée, il lui coupe la joue. Et Arya, qui a un tempérament un petit peu impulsif, se dit merde, connard, arrête de faire ça, et le frappe avec son bâton. Le bâton qu'elle utilisait pour se battre en s'amusant avec le fils du boucher. Et suite à ça, le roi le prend très mal et s'attaque à Arya dans un moment assez intense, jusqu'à ce qu'elle se fasse sauver par sa louve, Nymeria. Voilà, qui déchiquette un petit peu son poignet, il l'a bien cherché je trouve, et ouais, suite à ça, ça va pas très bien se passer, hein, parce que bon, elle l'achève pas, hein, le prince, après avoir eu le dessus sur elle, et ça va être pas mal, ça va amener pas mal de complications. Un petit mot par rapport à ça, je suis assez époustouflé par le jeu d'acteurs de ses enfants. Tout le monde joue bien dans la série pour l'instant, et les enfants pareil. Vraiment, on a 4 gamins dans cette scène, et ils jouent tous très bien. Le gamin qui fait Geoffrey, je trouve qu'il fait très bien transparaître le côté sale, connard, arrogant qu'est le personnage. Sansa, qui est un petit peu plus précieuse, et Arya, qui est plus un esprit libre, rebelle. Ils le font très bien passer, ces acteurs enfants, et je trouve que c'est un très bon point. Le casting est génial pour l'instant, et même par rapport aux enfants. Alors que j'avais un problème avec ça dans Once Upon a Time, avec l'acteur qui jouait Henry, qui était pas génial à ses débuts. Mais là, on est le 2e épisode, il se débrouille déjà très bien. Voilà, un petit mot par rapport à ça. Excellent casting, excellents acteurs. En tous les cas, ouais, ça amène des complications. Arya se voit un petit peu obligée de faire fuir Nymeria parce qu'elle risque très certainement de se faire exécuter si elle reste. Donc elle la force à se barrer et à fuir et vivre dans les bois seuls. Je suis sûr qu'elle rejouera un rôle, quoi. C'est pas terminé avec Nymeria. Et donc, ouais, l'affaire revient aux oreilles du roi et des Dards, qui doivent un petit peu discuter de ce qui s'est passé, alors qu'Arya est un petit peu en tort en termes de loi. Et c'est vrai, hein. Elle s'en est pris au roi qui a abusé de son pouvoir, mais il avait parfaitement le droit de faire ça, logiquement, hein. Je vois pas ce qu'on pourrait lui condamner par rapport à ses actes d'après les lois du coin, je pense. Donc ouais, il avait techniquement le droit de taillader un petit peu le visage du boucher avec son épée, du fils du boucher avec son épée. Et donc ouais, elle a beau dire qu'il ment, Arya, il est un petit peu dans un stade où il a raison. Geoffrey, malheureusement, en dépit du fait que c'est un connard, ça reste un connard. Et on montre bien que le roi a vraiment un lien particulier avec Eddard, parce que il se dit pas ah, mon fils a raison, ta fille a tort, faut la punir forcément. Il se dit tiens, est-ce qu'on peut avoir un témoignage de quelqu'un un petit peu plus neutre là-dedans? Et il fait appeler Sansa, qui se dit j'ai rien vu, parce qu'elle est partagée entre les deux personnes. Et la personne que ça énerve le plus là-dedans, c'est Arya. Alors que, sincèrement, c'est elle qui devrait être contente qu'elle dise qu'elle n'a rien vu, hein, parce que, techniquement, si elle disait la vérité, Sansa, tu l'aurais dans l'os, Arya, hein. Techniquement, si on voit les faits,
d'un point de vue légal, c'est plus toi et ta louve qui êtes en tort, hein. Ouais. Donc, tu t'en sors plutôt bien que Sansa veuille pas témoigner, se dise j'ai rien vu, je m'en souviens plus. Mais bon, à nouveau, caractère impulsif. Et à cause de ça, le roi se dit ok, on voit ça comme une querelle de gamin et on passe à autre chose. Par contre, il faut punir quelqu'un pour ce qui est arrivé au poignet de mon fils. Et étant donné que la louve responsable s'est barrée, ben on va en tuer une autre. On va tuer la louve de Sansa. Et ça lui fait pas plaisir parce qu'elle aime bien sa louve, Sansa aussi, hein. Ça lui fait pas plaisir, Sansa et tout, c'est la triste. Et ça ira pas plus loin pour l'instant dans cet épisode. Je suis sûr qu'elle va avoir un ressentiment contre Arya après ça. Je sens qu'il va y avoir un petit conflit entre ces deux-là après. Et il y a Eddard qui se dit, ok, faut appliquer la peine, je m'en charge moi-même parce que voilà, c'est un loup de la famille Lannister, il ne mérite pas d'être tué par un vulgaire boucher, je m'en charge moi-même. Alors c'est très noble de sa part à nouveau. On sent que ça l'affecte beaucoup parce que ouais, ça fait de la peine à ses filles, il aime ses enfants. Et un micro-truc, histoire de me plaindre à chouïa, il n'est pas surveillé pour ça, hein. Il n'est pas surveillé, débrouille-toi tout seul, on va pas te surveiller pour tuer la bête. Comme ça, s'il voulait le libérer, il le ferait. Mais une fois de plus, c'est un homme de parole, d'honneur qui suit les lois, et bah, il la tue. Il tue la louve de Sansa, qui s'appelle Lady au passage. Il aurait pu la relâcher, elle aurait pu trouver un foyer avec un clochard, celle-là. Ouais, donc, et au moment où elle meurt, on fait un espèce de parallèle un petit peu bizarre, où au moment où elle est tuée, donc Lady, il y a Bran qui ouvre les yeux, le fils cadet. Lien de cause à effet, je sais pas trop, j'ai pas trop saisi ça, et ouais, ça se termine là-dessus, l'épisode, avec Bran qui ouvre les yeux. Donc, j'imagine, à moins qu'on le rende amnésique, qu'on parte sur le bon vieux coup. Oh, cette chute m'a fait perdre la mémoire. Oh là là, à moins qu'on parte là-dessus, ça va être un petit peu problématique pour Jaime Lannister. Et ouais, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir fait durer ça plus longtemps. Ça aurait été cool de faire durer un petit peu ce coma de Bran, de façon à ce que lorsqu'il ouvrirait les yeux, ça ait un vrai impact. Mais là, ça a juste duré le temps d'un épisode et il va mieux, quoi. C'est dommage. C'est quelque chose qui aurait mérité d'être un petit peu plus étalé. Mais globalement, c'est bien foutu. Un truc que j'apprécie grandement dans cet épisode et dans l'épisode précédent, c'est le fait qu'on crée vraiment des dialogues, des conversations qui sont prenantes et qui paraissent très naturelles. Il y a à un moment donné un passage dont j'ai pas parlé, de conversation entre Eddard et le roi, que j'ai trouvé super bien foutu, alors que c'est en grande partie de l'exposition sur leur longue amitié, sur leur conflit avec les Targaryens et leur passé lorsque c'était la guerre, lorsque Ned a rencontré la mère de Jon Snow. Tout ça, c'est de l'exposition, mais c'est de l'exposition super bien amenée, qui fait très naturel. Et on montre bien que c'est des vieux amis qui se connaissent bien. C'est un truc très fort là dans l'écriture des dialogues qui fait très bien passer la pilule à énormément de moments, qui donne vraiment l'impression qu'on a des personnages étoffés qui se connaissent. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a aussi une conversation entre Jon Snow et Tyrion dont j'ai parlé, que j'apprécie beaucoup, qui fait un petit peu suite à la conversation qu'ils avaient dans l'épisode 1. Et les conversations, les dialogues sont super bien foutus et les personnages sont très bien étoffés là-dedans. C'est ce qui rend, pour l'instant, l'ambiance de cette série très bonne à suivre et ça me donne vraiment envie de voir la suite. C'est un petit peu moins bien que l'épisode 1 parce que je trouve que la petite sous-intrigue autour de Daenerys était passable. C'est-à-dire c'est acceptable, mais on aurait pu faire plus palpitant que ça. Et ouais, qu'il y a un peu de trucs faciles. Et je suis un tout petit peu déçu par le fait que vous fassiez reprendre conscience à Bran tout de suite. En dehors de ça, c'était quand même très bien foutu, un bon épisode bien fichu, et si ça continue sur cette voie-là, ça promet d'être une série génialissime, hein. Il n'y a pas photo, à bientôt pour l'épisode 3, au revoir.